Et si le simple fait d'observer quelque chose changeait sa nature? En 1957, le physicien Hugh Everett proposa une idée bouleversante. Quand on mesure une particule, la réalité ne se réduit pas à un seul résultat. Au contraire, toutes les issues possibles se réalisent, chacune dans sa propre branche de l'existence. Cette théorie, appelée l'interprétation des mondes multiples, reste l'une des plus débattues en physique. Certains scientifiques l'adoptent, d'autres la rejettent totalement. Everett entra dans le bureau de son directeur de thèse à Princeton avec une équation qui allait réécrire notre conception de l'existence. Il affirmait avoir résolu la mécanique quantique, et la réponse l'effrayait lui-même. Tous les manuels enseignaient que les particules s'effondrent dans un état unique lorsqu'on les observe. Everett démontra qu'elles ne s'effondrent jamais. C'est la réalité elle-même qui se divise. Son directeur, John Wheeler, faillit rejeter la thèse. Les implications semblaient impossibles. Si Everett avait raison, chaque interaction quantique créait de nouveaux univers. Pas des univers métaphoriques, mais des réalités physiques réelles, se ramifiant à partir de la nôtre comme des routes qui divergent dans une forêt. Wheeler s'inquiétait pour la réputation de son étudiant et l'encouragea à adoucir le propos. Everett refusa. Les mathématiques étaient indéniables. Quand vous mesurez un électron, vous ne le forcez pas à choisir une position. Vous devenez enchevêtré avec lui. Une version de vous voit l'électron ici, une autre le voit là-bas. Les deux versions sont réelles. Les deux continuent d'exister dans des mondes parallèles distincts. Ce n'est pas de la philosophie. C'est ce que les équations décrivent quand on les suit honnêtement jusqu'à leur conclusion. Pendant des décennies, les physiciens ignorèrent le tramé et s'ignorèrent le travail d'Everett. D'autres proposèrent des explications alambiquées, des ondes invisibles guidant les particules, un rôle spécial accordé à la conscience, des règles arbitraires sur l'effondrement de la fonction d'onde. Toutes ces tentatives exigeaient d'ajouter quelque chose d'extérieur aux équations. L'interprétation d'Everett n'ajoutait rien. C'est David Deutsch à Oxford qui, dans les années 70, redressa la situation. Il comprit quelque chose de fondamental. Si des mondes parallèles existent, il pourrait expliquer pourquoi les ordinateurs quantiques fonctionnent. Un ordinateur quantique disposant de seulement 300 bits quantiques traiterait une quantité d'informations équivalente à plus de particules qu'il n'en existe dans l'univers observable. D'où viendrait cette puissance de calcul? Deutsch soutint qu'elle emprunte des ressources à des univers parallèles. La communauté scientifique commença à prendre Everett au sérieux. Ses mathématiques prédisaient des résultats vérifiables. Les expériences sur l'enchevêtrement quantique confirmèrent que les particules se comportent exactement comme il l'avait décrit. Deux particules en interaction restent connectées quelle que soit la distance. Modifier l'une, l'autre répond instantanément. Ce serait impossible si une seule réalité existait. Cette connexion a parfaitement sens si les deux particules existent simultanément à travers plusieurs mondes qui se ramifient. Aujourd'hui, des équipes de recherche au Caltech, au MIT et à Oxford considèrent l'interprétation des mondes multiples comme l'une des meilleures candidates pour décrire le fonctionnement réel de la réalité. Elle explique la mécanique quantique sans éléments mystérieux, rend compte de résultats expérimentaux qui ont déconcerté les physiciens pendant un siècle, et formule une prédiction que les autres interprétations ne peuvent pas faire. Si l'on construisait un ordinateur quantique suffisamment sophistiqué pour être conscient, il se souviendrait d'avoir existé dans plusieurs états à la fois. Ce qu'Everett a découvert dépasse la physique abstraite. Si ces équations sont correctes, vous vous divisez à chaque instant où vos neurones s'activent. Chaque décision crée des branches. Chaque moment vous multiplie à travers d'innombrables mondes parallèles. Imaginez un seul électron se dirigeant vers une barrière percée de deux fentes. La physique classique dit qu'il doit passer par l'une ou l'autre. La physique quantique révèle quelque chose de bien plus étrange. L'électron passe par les deux fentes simultanément.
Quand il frappe l'écran de l'autre côté, un motif d'interférence apparaît. Des bandes de lumière et d'ombre créées par les ondes provenant des deux chemins. Cette expérience a été répétée des milliers de fois. L'électron existe génuinement en deux endroits, à la fois. Élargissons la perspective. Un électron est composé de champs quantiques. Tout comme chaque atome de votre corps, chaque particule existe en superposition jusqu'à ce qu'elle interagisse avec autre chose. Quand cette interaction se produit, les fonctions d'onde ne s'effondrent pas, elles fusionnent. Deux particules se touchent et leurs descriptions séparées deviennent une description combinée. C'est l'enchevêtrement quantique. Une fois enchevêtrées, les particules forment un système unique, même si vous les séparez par des millions de kilomètres. Mesurez l'une et vous obtenez instantanément une information sur l'autre. Einstein appelait cela l'action fantôme à distance et croyait que cela prouvait l'incomplétude de la mécanique quantique. Il avait tort. L'enchevêtrement est réel et vérifié en laboratoire dans le monde entier. Mais voici ce qui le rend extraordinaire dans notre discussion. Chaque fois que des particules s'enchevêtrent, la fonction d'onde universelle se divise. Une branche contient le résultat où la particule A tourne vers le haut. Une autre branche contient le résultat où elle tourne vers le bas. Les deux branches sont physiquement réelles. Vous ne percevez pas l'autre branche simplement parce que vous vous êtes enchevêtré avec cette particule de cette façon précise. Pensez à la fréquence à laquelle les particules interagissent. Les photons de votre écran frappent avec les électrons de votre rétine. Ces électrons déclenchent des réactions chimiques dans votre nerf optique. Des signaux se propagent à travers les neurones de votre cerveau. Chaque étape implique des billions d'interactions quantiques. Chaque interaction enchevêtre davantage de particules. Chaque enchevêtrement divise la réalité. En ce moment même, des rayons cosmiques provenant de supernovas lointaines entrent en collision avec des molécules dans l'atmosphère terrestre. Des atomes radioactifs dans les roches sous vos pieds se désintègrent aléatoirement. L'univers se ramifie des quadrillions de fois par seconde rien que sur Terre. Multipliez cela par chaque étoile, chaque planète, chaque galaxie dans l'espace observable. Le taux de division devient incompréhensible. Vous vous demandez peut-être où tous ces univers s'insèrent. La réponse réside dans la structure même de la réalité quantique. Ils n'existent pas ailleurs dans l'espace tridimensionnel. Ils existent dans l'espace de configuration quantique, un domaine avec bien plus de dimensions que nos trois habituels. Chaque branche occupe la même position physique que nous. Elles se chevauchent parfaitement, mais restent causalement déconnectées, sauf lors de rares moments où une interférence entre mondes se produit. En 2004, la sonde Wilkinson de la NASA cartographia la lumière la plus ancienne de l'univers, le fond diffus cosmologique. Cette lueur provenant de toutes les directions est une relique de l'époque où le cosmos avait 381 000 ans. Les variations de température dans cette ancienne lumière révèlent comment la matière s'est regroupée pour former les galaxies. La carte semblait lisse, avec de légères fluctuations. Puis les astronomes remarquèrent quelque chose de profondément anormal dans le ciel austral. Une région s'étendant sur 5 degrés, environ 10 fois plus large que la pleine lune vue depuis la Terre, apparaissait significativement plus froide que les zones environnantes. Cette zone mesurait 70 microkelvin en dessous de la température moyenne. Par endroits, elle descendait à 140 microkelvins. Les variations ailleurs dans le fond diffus dépassent à peine 18 microkelvins. Les scientifiques l'appelèrent la tache froide. La cosmologie standard prédit que des fluctuations aussi importantes pourraient apparaître sur des zones d'1 degré de largeur, pas sur 5 degrés. La probabilité qu'une aussi grande région froide se forme aléatoirement est d'environ 1 à 2 %. Techniquement possible, mais suffisamment improbable pour exiger une explication. Les premières séances
théorie se concentrèrent enfin sur un supervide. Peut-être qu'une vaste région de l'espace entre nous et le fond diffus cosmologique contient bien moins de galaxies que la moyenne. La lumière traversant ce vide perdrait de l'énergie, apparaissant plus froide quand elle atteindrait nos télescopes. En 2015, des chercheurs affirmèrent avoir trouvé des preuves de ce supervide Eridanus, une structure s'étendant sur 500 millions à 1 milliard d'années-lumière. Si confirmé, cela en ferait l'une des plus grandes structures jamais identifiées. Mais l'Université de Durham mena une enquête détaillée. En utilisant le télescope anglo-australien pour cartographier les galaxies autour de la tache froide, les chercheurs comparèrent ces données avec celles du recensement Gamma. Les résultats, soumis aux Monthly Notices of the Royal Astronomical Society en 2017, contredisaient entièrement l'hypothèse du supervide. La distribution des galaxies autour de la tache froide semblait normale. Rien de spécial. Aucun vide géant n'était présent. L'équipe de Durham parvint à une conclusion troublante. Si aucun supervide ne cause la tache froide, alors quelque chose dans l'univers primitif doit avoir créé une région genuinement froide. Or, les modèles standards du Big Bang ne peuvent pas produire de régions froides aussi énormes. La variation de température devrait se lisser à ces grandes échelles. Quelque chose a violé la physique attendue. Une explication se distingue par son audace. La cosmologiste Laura Mersini-Houghton proposa que la tache froide représente une cicatrice laissée quand notre univers entra en collision avec un autre univers pendant la période inflationnaire. Dans la première fraction de seconde après le Big Bang, l'espace s'étendit plus vite que la lumière. Si la théorie de l'inflation éternelle est correcte, ce processus créa d'innombrables univers bulles. Certaines bulles auraient pu entrer en collision avec la nôtre avant que l'inflation ne les sépare définitivement. Une collision enverrait une impulsion d'énergie se propageant à travers l'univers, comme le sillage d'un navire. Cette onde modifierait la température du fond diffus cosmologique selon un motif spécifique. La forme et le profil de température de la tache froide correspondent aux prédictions théoriques d'une telle collision. La probabilité reste extrêmement faible, mais si toutes les autres explications échouent, nous pourrions être en train de regarder des preuves physiques que les univers parallèles ne sont pas des constructions théoriques. Ils nous toucheraient puissants peut-être en ce moment même. Le physicien Matthew Kleban de l'Université de New York créa des modèles mathématiques détaillés de l'apparence d'une collision entre univers. Quand deux univers bulles se touchent, ils libèrent de l'énergie à leurs frontières, se propageant comme une onde sphérique. Depuis notre perspective, nous verrions un motif circulaire dans le fond diffus cosmologique. Les calculs de Kleban prédisent une région froide avec des propriétés géométriques spécifiques, approximativement circulaires, avec un gradient de température particulier du centre vers le bord. La tache froide correspond raisonnablement bien à ces prédictions. Le satellite Planck de l'Agence spatiale européenne, lancé en 2009, fournit des cartes encore plus détaillées du fond diffus avec une résolution 3 fois supérieure aux missions précédentes. Si la tache froide n'était que du bruit ou une erreur instrumentale, Planck l'aurait révélé. Au contraire, Planck confirma l'existence de la tache froide et précisa ses contours. Des chercheurs analysèrent les données à la recherche de signatures abbayées de collisions multiples. Certaines théories prédisent que l'inflation éternelle aurait causé de nombreuses collisions. Des analyses préliminaires suggérèrent 4 signatures possibles. Mais une analyse ultérieure montra que ces signaux tombaient dans la plage du bruit statistique aléatoire. Aucune preuve définitive n'émergea. La tache froide demeure le candidat le plus solide. Le professeur Tom Shanks de Durham déclara l'enjeu clairement. Si une analyse approfondie écarte toutes les explications conventionnelles, la tache froide pourrait être notre première preuve que d'autres univers existent. La mécanique quantique révèle que les particules n'ont pas de propriétés définies jusqu'à ce que quelque chose les force à choisir. Un électron n'a pas de position ou de quantité de mouvement précise, il existe comme une onde de probabilité étalée dans l'espace.
Ce n'est qu'au moment de la mesure qu'il semble occuper un emplacement unique. Cela semble bizarre parce que rien dans notre expérience quotidienne ne se comporte ainsi. Une tasse à café repose sur votre bureau. Elle n'existe pas à plusieurs endroits simultanément. La différence clé est l'échelle. Les objets minuscules comme les électrons peuvent maintenir une superposition. Les grands objets composés d'innombrables particules la perdent presque instantanément à travers leurs interactions avec l'environnement. Les physiciens appellent cela la décohérence. L'expérience de la double fente prouve la superposition sans équivoque. Envoyer des électrons individuels, un à la fois, à travers deux fentes. Chaque électron crée un seul point sur l'écran de détection. Après de nombreux électrons, un motif d'interférence émerge. La seule façon d'obtenir ce motif est que chaque électron individuel passe par les deux fentes simultanément. Maintenant, placez des détecteurs à chaque fente pour mesurer quel chemin l'électron prend. Le motif d'interférence disparaît aussitôt. L'électron passe maintenant par une seule fente. L'observation change le résultat. Les interprétations traditionnelles affirment que l'observation effondre la superposition. Mais cela soulève des questions inconfortables. Qu'est-ce qui compte comme observation? La conscience joue-t-elle un rôle? Où exactement l'effondrement se produit-il? Pourquoi les équations de la mécanique quantique ne mentionnent-elles rien à ce sujet? L'interprétation des mondes multiples d'Everett offre une réponse radicalement différente. L'électron ne s'est jamais effondré. C'est vous qui vous êtes divisé. Avant de mesurer par quelle fente l'électron est passé, vous existiez aussi en superposition. Une version de vous a détecté l'électron à la fente A, une autre l'a détecté à la fente B. Les deux versions sont réelles et existent dans des branches séparées. Cela s'applique à tout, pas seulement aux électrons. Quand la lumière entre dans votre œil, les photons interagissent avec des molécules dans votre rétine. Chaque étape implique une superposition. Chaque mesure que vous faites vous enchevêtre avec l'objet mesuré. Vous vous divisez en versions qui ont vu des résultats différents. L'univers existe en superposition à tous les niveaux. Toutes les configurations possibles de matière et d'énergie coexistent dans la fonction d'onde universelle. Nous n'en percevons qu'une seule parce que nous faisons partie du système. En 1926, Erwin Schrödinger écrivit l'équation qui gouverne l'évolution des systèmes quantiques dans le temps. Cette équation décrit une évolution lisse et continue. Elle ne contient rien sur l'effondrement ou la mesure. Qu'arrive-t-il quand on applique l'équation de Schrödinger à plusieurs particules? La fonction d'onde devient plus complexe, décrivant simultanément toutes les positions des particules et capturant les corrélations entre elles. Posez maintenant une question audacieuse. Que se passe-t-il si vous appliquez l'équation de Schrödinger à chaque particule de l'univers? Vous obtenez une fonction d'onde universelle unique qui décrit l'état de toute la matière et de toute l'énergie partout. Cette fonction évolue de façon déterministe. Pas d'hasard, pas d'effondrement, pas de règles spéciales pour l'observation. C'est le fondement théorique de l'interprétation des mondes multiples. La fonction d'onde universelle est la réalité elle-même. Quand nous percevons l'univers, nous en percevons une infime tranche, une branche. Les autres branches restent tout aussi réelles, mais à jamais hors de notre perception directe. La fonction d'onde a une structure presque inimaginable. Elle existe dans l'espace de configuration, un domaine avec 3 dimensions pour chaque particule de l'univers. Notre univers observable contenant environ 10 à la puissance 80 particules. L'espace de configuration de notre univers possède donc 3 fois 10 à la puissance 80 dimensions. Malgré cette complexité, la fonction d'onde obéit à des règles relativement simples. L'évolution est réversible. Aucune information n'est jamais perdue. Certains physiciens,
comme Sean Carroll, défenseur éminent des mondes multiples, soutiennent que le temps reste réel. Les événements se produisent en séquence dans chaque branche, et la ramification elle-même se déroule dans le temps. D'autres, comme le physicien Julian Barbour, affirment que affirme que la fonction d'onde représente une réalité intemporelle. Tous les moments existent simultanément dans l'espace de configuration. Et notre perception du temps qui s'écoule est un artefact de la façon dont notre conscience échantillonne la fonction d'onde. Dans tous les cas, la fonction d'onde universelle implique quelque chose de stupéfiant. Chaque version de l'histoire qui aurait pu se produit quelque part. Votre vie contient d'innombrables branches où vous avez fait des choix différents, vécu des événements différents, êtes devenu une personne différente. Elles se déroulent toutes en ce moment même dans des courants d'existence parallèles. Deux particules se rencontrent dans le vide. Leurs fonctions d'onde se chevauchent. Avant la rencontre, chaque particule pouvait être décrite indépendamment. Après qu'elles interagissent, la séparation devient impossible. Une seule fonction d'onde combinée décrit désormais les deux particules ensemble. C'est l'enchevêtrement quantique. Une fois enchevêtrées, les particules partagent un état quantique, même si on les éloigne aux extrémités opposées de la galaxie. Mesurez une propriété de la particule A et vous obtenez instantanément une information sur la particule B. La corrélation apparaît plus rapidement que la lumière ne pourrait voyager entre elles. Einstein trouvait cela suffisamment perturbant pour parler de « action fantôme à distance ». Il proposa que des variables cachées devaient exister, transportant l'information entre les particules par des moyens normaux. En 1964, John Bell prouva que les variables cachées ne peuvent pas expliquer l'enchevêtrement. Des expériences violant les inégalités qu'une telle théorie doit satisfaire. Les particules partagent vraiment de l'information instantanément, non pas parce qu'un signal passe entre elles, mais parce qu'elles ne sont pas des entités séparées. Elles sont deux parties d'un seul système quantique. Dans l'interprétation des mondes multiples, l'enchevêtrement, c'était le mécanisme qui crée de nouvelles branches. Quand votre cerveau traite de l'information, les électrons de vos neurones interagissent entre eux et s'enchevêtrent. La fonction d'onde universelle se divise. Une branche contient des neurones dans l'état A. Une autre contient des neurones dans l'état B. Vous vous divisez en versions vivantes des pensées différentes. Ce processus se produit constamment à tous les niveaux. Les molécules d'air dans la pièce autour de vous entrent en collision entre elles environ 1 milliard de fois par seconde. Chaque collision enchevêtre les molécules. Chaque enchevêtrement divise la réalité. Les photons de l'écran que vous utilisez frappent votre rétine à un rythme de billions par seconde. Chaque photon crée un enchevêtrement et engendre des branches. Le nombre de branches croît de façon exponentielle. Commencez avec un univers. Un seul enchevêtrement crée 2 branches. Un autre crée 4 branches. Après seulement 100 enchevêtrements, vous avez plus de branches qu'il n'y a d'atomes dans l'univers visible. Comment savoir combien de branches existent en ce moment? Personne ne le sait. Les mathématiques de la mécanique quantique ne précisent pas si ce nombre est fini ou infini. David Deutsch l'a dit sans détour. Le nombre de mondes parallèles n'est pas 5, ce n'est pas 1 million. C'est vastement, incompréhensiblement plus grand que ce que l'intuition humaine peut saisir. Et il croît chaque microseconde à mesure que davantage de particules interagissent et s'enchevêtrent. En 1935, Erwin Schrödinger imagina une expérience de pensée destinée à hanter la physique pour toujours. Placez un chat dans une boîte scellée. Ajoutez un atome radioactif ayant 50% de chance de se désintégrer en 1 heure. Reliez l'atome à un dispositif qui libère du poison en cas de désintégration. Fermez la boîte et attendez. Selon la mécanique quantique, l'atome existe en superposition d'états désintégrés et non désintégrés. Le mécanisme de libération du poison s'enchevêtre avec l'atome.
Le chat s'enchevêtre avec le poison. Avant d'ouvrir la boîte, tout le système existe en superposition. Le chat n'est ni vivant ni mort. Il est à la fois vivant et mort simultanément. Schrödinger voulait que ce soit une reductio ad absurdum, prouvant que la mécanique quantique est incomplète. Mais la physique n'est pas incomplète. Les mathématiques fonctionnent parfaitement. Le problème n'est pas avec la physique, c'est avec notre intuition. L'interprétation des mondes multiples dit que les deux résultats sont réels. Quand vous ouvrez la boîte, vous ne réduisez pas la fonction d'onde du chat. Vous vous enchevêtrez avec lui. L'univers se divise. Dans une branche, vous trouvez un chat vivant et ressentez du soulagement. Dans une autre, vous trouvez un chat mort et ressentez de la tristesse. Les deux versions de vous existent. Les deux versions continuent leur vie séparée dans des branches isolées. De votre perspective dans une branche, le chat semble avoir été définitivement vivant ou mort depuis le début parce que vos souvenirs eux-mêmes se sont ramifiés quand vous avez ouvert la boîte. Schrödinger lui-même reconsidéra son expérience de pensée. En 1952, lors d'une conférence à Dublin, il suggéra que les deux résultats se produisent vraiment dans des réalités séparées et qui n'interagissent pas. Il reconnut que cela pouvait sembler insensé, puis le défendit comme la lecture la plus directe des équations quantiques. L'expérience du chat révèle quelque chose de crucial. Le chat lui-même est un appareil de mesure. Quand l'atome radioactif se désintègre, le chat mesure ce fait en mourant ou en survivant. La conscience n'est pas requise. L'interaction physique est tout ce qui importe. La ramification se produit à chaque étape, bien avant que vous n'ouvriez la boîte. Vous n'en êtes pas la cause, vous la rejoignez simplement. Dans la toute première fraction de seconde après le Big Bang, l'espace lui-même se dilata de façon exponentielle. L'univers doubla de taille, puis redoubla encore et encore. En moins d'un trilliardième de trilliardième de trilliardième de seconde, une région plus petite qu'un atome gonfla jusqu'à dépasser la taille de l'univers observable actuel. Les physiciens appellent cela l'inflation cosmique. Alan Guth proposa l'inflation en 1980 pour résoudre plusieurs problèmes du modèle du Big Bang, notamment pourquoi l'univers semble si lisse et uniforme à grande échelle, et pourquoi l'espace est plat plutôt que courbé. Les observations du fond diffus cosmologique confirment ces prédictions avec une précision remarquable. Mais l'inflation a une conséquence que Guth reconnut immédiatement. Une fois qu'elle démarre dans une région, elle ne s'arrête probablement jamais complètement. Des fluctuations quantiques dans le champ inflationnaire créent des bulles où l'inflation se termine et l'expansion normale commence. Notre univers observable existe à l'intérieur d'une de ces bulles. Mais à l'extérieur, l'espace continue de gonfler et engendre de nouvelles bulles. Chaque bulle devient son propre univers avec son propre Big Bang. C'est l'inflation éternelle. Andrei Linde à l'université Stanford raffina ce tableau et montra que l'inflation éternelle est non seulement possible, mais presque inévitable. Même si l'inflation s'arrête dans la plupart des régions, les fluctuations quantiques la redémarreront toujours quelque part. Le multivers de bulles est le résultat naturel de notre meilleure théorie de l'univers primitif. La taille de ce multivers? Incompréhensiblement vaste. Chaque univers bulle peut être infini, et il y en a probablement un nombre infini. Les cosmologistes le décrivent bien parfois comme un multivers de niveau 1, distinct du multivers quantique des mondes multiples. Mais les deux types de multivers pourraient être liés. Certaines théories suggèrent que l'inflation éternelle se déroule différemment dans différentes branches de la fonction d'onde quantique. Les bulles sont séparées par un espace en expansion éternelle qui s'étend plus vite que la lumière. Aucun signal ni aucune particule ne peut traverser d'une bulle à l'autre une fois qu'elles se sont formées. Presque. Il y a une exception. Si deux bulles se forment suffisamment proches pendant l'inflation, elles pourraient entrer en collision avant que l'inflation ne les sépare. La collision laisserait des marques sur les deux bulles. Depuis l'intérieur d'une bulle,
En regardant le fond diffus cosmologique, on pourrait voir un motif circulaire. Quelque chose comme une échymose dans le ciel. Quelque chose comme la tache froide que les astronomes ont découverte. Modifier la force de gravité d'une partie sur 10 à la puissance 34, et les étoiles ne peuvent pas se former. Rendez la force électromagnétique légèrement plus forte, et les noyaux atomiques ne peuvent peut-être pas se maintenir. Ajustez la masse de l'électron d'une petite quantité, et la chimie devient impossible. Les constantes de la nature semblent précisément calibrées pour permettre des structures complexes comme les galaxies, les étoiles, les planètes et la vie. Les physiciens appellent cela le réglage fin. Le mystère est que ces constantes tombent dans les plages étroites qui permettent la formation de structures, alors qu'elles auraient pu avoir n'importe quelle valeur. Certains voient de la conception dans ce réglage fin, mais les scientifiques résistent généralement à ce raisonnement, car il arrête l'investigation. Dire que l'univers s'est réglé pour la vie n'explique rien sur les raisons pour lesquelles les constantes ont leur valeur spécifique. Le multivers offre un mécanisme physique. Si d'innombrables univers existent avec des constantes physiques différentes, certains auront les bonnes valeurs purement par chance. Nous nous trouvons dans l'un de ces univers parce que nous ne pourrions pas exister dans les autres. Le réglage fin apparent est un effet de sélection. Imaginez une loterie cosmique où chaque univers se voit attribuer des constantes aléatoires. La plupart des tickets soumis sont perdants, des univers trop chauds, trop froids, trop instables ou trop uniformes pour développer de la complexité. Une infime fraction de tickets est gagnante, créant des univers pouvant accueillir des étoiles, des planètes et finalement des observateurs. Nous avons un ticket gagnant non pas parce que gagner est courant, mais parce que nous ne pourrions pas être là pour examiner un ticket perdant. Certains physiciens n'aiment pas les explications par le multivers pour le réglage fin. Ils soutiennent qu'elles abandonnent l'objectif scientifique de la prédiction. D'autres répondent que le multivers est une prédiction de l'inflation et de la mécanique quantique, pas une hypothèse ajoutée pour résoudre le problème du réglage fin. Nous suivons les mathématiques là où elles mènent, même si elles mènent à des conclusions étranges. Roger Penrose se démarque de la plupart des physiciens sur la question des univers parallèles. Il soutient que l'interprétation des mondes multiples échoue parce qu'elle ignore la gravité. Nous n'avons pas de théorie complète de la gravité quantique, et Penrose affirme que la gravité joue un rôle crucial dans la détermination de ce qui est réel. Son argument porte sur la relation entre masse et superposition quantique. Les minuscules particules comme les électrons ont des champs gravitationnels négligeables et peuvent maintenir une superposition indéfiniment dans des systèmes isolés. Mais les grands objets créent des champs gravitationnels significatifs qui courbent l'espace-temps autour d'eux. Si un objet existe une superposition de deux positions différentes, il crée deux champs gravitationnels différents qui courbent l'espace-temps de manière différente. Vous avez alors une superposition non seulement de positions de particules, mais de géométrie de l'espace-temps. Penrose soutient que c'est physiquement instable. L'univers ne peut pas maintenir deux courbures d'espace-temps contradictoires. Il propose que la gravité provoque l'effondrement de la fonction d'onde. Quand la superposition d'un objet crée des géométries d'espace-temps suffisamment différentes, l'instabilité force une géométrie à devenir réelle, les autres disparaissant automatiquement. Le seuil d'effondrement dépend de la masse et de la durée. Un électron peut rester en superposition indéfiniment. Une particule de poussière d'un microgramme pourrait maintenir une superposition pendant environ 1 seconde avant que la gravité ne la réduise. Un objet de la taille d'un chat s'effondre en des microsecondes. Cela signifierait que la ramification à grande échelle ne se produit pas. La plupart des physiciens restent sceptiques face à la théorie d'effondrement objectif de Penrose. Les mathématiques ne sont pas entièrement développées et les tests expérimentaux sont difficiles car les effets prédits sont subtils. Il faudrait mettre des objets de plus en plus grands en superposition et mesurer combien de temps dure cette superposition, ce qui dépasse largement nos capacités actuelles. Plus fondamentalement,
La théorie de Penrose nécessite de modifier la mécanique quantique en ajoutant une nouvelle physique au-delà de l'équation de Schrödinger. L'interprétation des mondes multiples ne nécessite aucune modification. Elle prend simplement les équations au sérieux. Pourtant, Penrose soulève un point valide. Nous ne comprenons pas la gravité quantique. La relativité générale et la mécanique quantique sont incompatibles dans leurs formes actuelles. Peut-être que leur fusion révélera que la gravité empêche la ramification infinie. Ou peut-être que la gravité elle-même existe en superposition dans différentes branches. Jusqu'à ce que nous ayons une théorie de la gravité quantique, nous ne pouvons pas savoir quelle image est correcte. David Deutsch conçut les ordinateurs quantiques non pas pour résoudre des problèmes pratiques, mais pour prouver que l'interprétation des mondes multiples est réelle. Un ordinateur quantique avec 300 bits quantiques, appelé qubit, pourrait effectuer des calculs impliquant plus d'états qu'il n'y a d'atomes dans l'univers observable. D'où viendrait cette puissance de calcul si un seul univers existe? 2 qubits peuvent représenter 4 états à la fois. 3 qubits représentent 8 états. Le nombre d'états croît exponentiellement. Un ordinateur de 300 qubits représente 2 à la puissance 300 états simultanément, un nombre dépassant 10 à la puissance 90. Les ordinateurs classiques traitent un calcul à la fois. Les ordinateurs quantiques traitent toutes les réponses possibles simultanément grâce à la superposition. Dans l'interprétation des mondes multiples, l'ordinateur quantique engendre d'innombrables univers parallèles, effectue un calcul différent dans chacun, puis rassemble les résultats pétés par interférence quantique pour produire la réponse finale dans cette branche. Deutsch soutient que c'est la preuve que des mondes parallèles sont réels. Comment 300 qubits pourraient traiter 2 à la puissance 300 états simultanément autrement? L'ordinateur doit emprunter des ressources de calcul à des univers parallèles. Les autres interprétations rejettent cette vision. L'interprétation de Copenhague dit que les qubits n'ont pas d'état défini avant la mesure. La théorie des ondes pilotes dit qu'il y a un état unique, mais guidé par une onde cachée. Deutsch juge ces alternatives insatisfaisantes. L'interprétation des mondes multiples traite l'ordinateur quantique directement. Il effectue des calculs parallèles dans des mondes parallèles. Les ordinateurs quantiques restent une technologie expérimentale. Les plus grands systèmes actuels ont environ 1000 qubits, mais ne peuvent pas maintenir la superposition assez longtemps pour résoudre des problèmes intéressants. La décohérence détruit l'état quantique rapidement. Pourtant, les progrès se poursuivent. Quand des ordinateurs quantiques pratiques arriveront, nous aurons, selon Deutsch, la preuve posée sur nos bureaux que les univers parallèles ne sont pas de la spéculation, mais une technologie que nous utilisons chaque jour. La lumière voyage à 300 000 km par seconde. Rien ne peut se déplacer plus vite dans l'espace. Cette limite de vitesse crée une barrière invisible autour de nous. L'univers observable s'étend sur environ 93 milliards d'années-lumière. Tout au-delà de cette frontière est invisible. Non pas parce que quelque chose bloque notre vue, mais simplement parce que la lumière n'a pas encore eu le temps d'arriver jusqu'à nous. Les univers bulles de l'inflation éternelle sont causalement déconnectés les uns des autres. L'espace entre eux gonfle plus vite que la lumière ne pourrait le traverser. Aucun signal, aucune particule ne peut passer d'une bulle à l'autre. Chaque bulle devient son propre îlot isolé d'espace et de temps. La même logique s'applique aux mondes multiples quantiques. Différentes branches de la fonction d'onde se décoordonnent les unes des autres. Elles cessent d'interférer et évoluent indépendamment. Vous ne pouvez pas envoyer un message à une autre branche. Vous ne pouvez pas vous y rendre. Les barrières semblent absolues. La vitesse de la lumière pour les univers bulles, la décohérence pour les branches quantiques. Certains physiciens spéculent sur des exceptions. Peut-être que l'effet tunnel quantique pourrait connecter différentes bulles si elles se forment suffisamment proches.
peut-être que de brefs moments de recohérence pourraient permettre une interférence entre branches dans des conditions spéciales. Ces idées restent hautement spéculatives. Pour l'instant, les univers parallèles, s'ils existent, restent à jamais séparés du nôtre, sauf peut-être si la tâche froide prouve qu'ils entrent parfois en collision. Rory McKenzie, doctorant à Durham, passa des mois à analyser des données de 2 grandes enquêtes galactiques. Son objectif semblait simple, confirmer que le supervide Eridanus existait et expliquait la tâche froide. Une étude de 2015 affirmait avoir trouvé ce vide. McKenzie voulait le vérifier avec des observations plus récentes et plus détaillées. Il combina les données du télescope anglo-australien avec celles de l'enquête Gamma, qui avait cartographié des milliers de galaxies avec des mesures de distance précises. La technique utilisée était la spectroscopie. La lumière de chaque galaxie contient des signatures d'éléments chimiques qui se décalent vers des longueurs d'onde plus longues au fur et à mesure que l'espace s'étend. L'ampleur du décalage révèle la distance de la galaxie. En cartographiant les positions des galaxies en 3 dimensions, les astronomes peuvent identifier les vides et les amas. La tache froide couvre 5 degrés dans le ciel. Si un vide géant en était la cause, ce vide devrait s'étendre sur 500 millions à 1 milliard d'années-lumière, une structure si grande qu'elle devrait être clairement visible dans les enquêtes galactiques. McKenzie effectua l'analyse. Il compara la densité de galaxies autour de la tache froide avec des régions de contrôle ailleurs dans le ciel. Les résultats le surprirent. La région de la tache froide semblait normale. La distribution des galaxies y correspondait à celle observée partout ailleurs, dans les limites des incertitudes de mesure. Aucun vide géant n'apparaissait dans les données. Il vérifia ses calculs, essaya différentes méthodes statistiques, étendit la taille de l'échantillon. Chaque test donnait la même réponse. L'étude de 2015 ne pouvait pas être reproduite avec de meilleures données. McKenzie et son directeur Tom Shanks soumirent leurs résultats en 2017. Ils reconnurent les implications troublantes. La cosmologie standard peine à expliquer une région froide aussi grande. La probabilité que des fluctuations aléatoires produisent la tache froide est d'environ 1 à 2 %. Possible, mais peu probable, et l'unicité compte. D'autres grandes taches froides devraient exister si celle-ci s'est formée par hasard. Aucune n'a été trouvée. L'article mentionnait des alternatives exotiques, textures cosmiques, défauts topologiques, collisions avec d'autres univers bulles. Chaque explication nécessite une physique au-delà du modèle cosmologique standard. Shanks déclara clairement: « Si une analyse approfondie confirme qu'aucun supervide n'existe, alors la collision de bulles devient l'hypothèse la plus raisonnable suivante. Cela ne prouve pas que la tache froide est une preuve d'univers parallèle, mais cela fait passer les univers parallèles de la fantaisie spéculative à l'hypothèse scientifique testable. » Laura Mersini Houghton, à l'Université de Caroline du Nord, fit une proposition frappante. La tache froide n'est pas due au hasard, ni à un supervide. C'est une cicatrice laissée quand notre univers entra en collision avec un autre univers, une fraction de seconde après le Big Bang. Son argument s'appuie sur la théorie de l'inflation éternelle. Des fluctuations quantiques dans le champ inflationnaire créent constamment des univers bulles. La plupart se forment loin les uns des autres et n'interagissent jamais. Mais parfois 2 bulles nucléons suffisamment proches pour se toucher avant que l'inflation ne les écarte. Quand elles entrent en collision, elles libèrent de l'énergie à leurs frontières qui se propage à travers les 2 bulles comme une onde sphérique. La taille du motif dépend de quand et où la collision s'est produite. Les modèles mathématiques prédisent un profil de température spécifique que la tache froide correspond raisonnablement bien qu'imparfaitement. Mersini Houghton va plus loin. Elle affirme que l'enchevêtrement quantique connecte notre univers aux autres univers qui se sont formés pendant la même époque inflationnaire.
Avant que l'inflation ne sépare les bulles, elles partageaient des états quantiques, elles s'enchevêtrèrent. Même après leur séparation spatiale, ces corrélations persisteraient, affectant des propriétés observables comme la distribution de température du fond diffus cosmologique. C'est controversé. La plupart des physiciens soutiennent que l'enchevêtrement ne peut pas survivre à travers des bulles d'univers séparés. L'inflation dilate l'espace si rapidement qu'elle devrait briser toute connexion quantique. L'enchevêtrement nécessite la possibilité de vérifier des corrélations par des mesures, ce qui devient impossible quand aucun signal ne peut voyager entre les univers. Mersini Houghton répond que l'enchevêtrement s'est formé avant que l'inflation ne se soit terminée, et que l'état quantique du multivers inclut des corrélations entre bulles comme une caractéristique permanente. Ces corrélations affectent des propriétés observables. La tache froide pourrait être la preuve d'un enchevêtrement quantique entre univers. Elle reconnaît l'incertitude et souligne que sa proposition est assez testable. De futures observations avec une résolution plus élevée pourraient révéler une structure supplémentaire dans la tache froide. Si c'est une signature de collision, elle devrait avoir des propriétés géométriques spécifiques qui diffèrent des fluctuations aléatoires. Pour l'instant, son travail représente la frontière où la spéculation rencontre la science. La tache froide pourrait ne rien signifier de remarquable, ou elle pourrait être notre premier aperçu d'une autre réalité qui a touché la nôtre au début des temps. Max Tegmark, au MUT, propose quelque chose de radical. Si une structure mathématique est cohérente et bien définie, elle existe, non pas comme des équations abstraites sur papier, mais comme une réalité physique. Quelque part dans le vaste paysage des univers possibles, chaque structure mathématique qui peut exister existe réellement. Il appelle cela l'hypothèse de l'univers mathématique. Cela va au-delà des théories du multivers que nous avons discutées. Les mondes multiples quantiques suggèrent différentes branches où les particules ont des positions différentes. L'inflation éternelle suggère différentes bulles où les constantes physiques ont des valeurs différentes. Le multivers de niveau 4 de Tegmark suggère des structures mathématiques entièrement différentes. Des univers où le temps a 2 dimensions au lieu d'une, où l'espace en a 17 au lieu de 3, régis par des lois mathématiques que nous ne pouvons même pas imaginer. Pourquoi toutes les structures mathématiques existeraient-elles comme réalité physique? Tegmark soutient que cela découle d'un principe de démocratie. Si certaines structures mathématiques correspondent à des univers physiques, pourquoi seulement certaines structures? À moins d'invoquer un sélecteur extérieur choisissant quelles mathématiques deviennent réelles, l'hypothèse la plus simple est que toutes les mathématiques cohérentes engendrent la réalité. Tegmark souligne que notre propre univers semble être de nature purement mathématique. Chaque loi physique peut être exprimée en équations. L'espace et le temps forment une géométrie mathématique. Les états quantiques vivent dans des espaces vectoriels abstraits. Peut-être que la réalité est des mathématiques, pas décrite par des mathématiques, mais est des mathématiques. Les critiques soutiennent que c'est non testable. Comment vérifier que des univers avec des lois mathématiques complètement différentes existent? Tegmark répond que l'hypothèse fait des prédictions. Nous devrions nous trouver dans un univers typique parmi tous ceux qui peuvent soutenir des observateurs. La plupart des structures mathématiques ne peuvent probablement pas générer de complexité. Nous devrions nous attendre à habiter un univers qui permet la formation de structures, ce qui correspond à nos observations. Si chaque choix que vous faites crée des branches où vous avez choisi différemment, le libre arbitre existe-t-il? Dans certaines branches, vous avez décidé de lire ceci. Dans d'autres, vous vous êtes arrêté il y a quelques minutes. Dans d'autres encore, vous n'avez jamais commencé. Toutes les versions sont réelles. Toutes s'expérimentent comme faisant des choix libres. Pourtant, la totalité des branches inclut chaque résultat possible. Cela trouble beaucoup de gens. Le libre arbitre semble exiger que vos choix façonnent la réalité.
Si la réalité inclut tous les résultats possibles, quel que soit votre choix, vos décisions semblent sans signification. Mais c'est une incompréhension de ce que signifie choisir dans l'interprétation des mondes multiples. Quand vous prenez une décision, vous déterminez quelle branche vous continuez. Vous ne pouvez pas contrôler l'existence des autres branches, mais vous pouvez contrôler laquelle vous contient. C'est le libre arbitre dans le sens qui compte pour l'expérience subjective. Pensez-y depuis l'intérieur d'une seule branche. Vous faites face à un choix. Vous délibérez, vous décidez. Votre décision façonne votre avenir. La version de vous dans cette branche vit les conséquences de ce choix spécifique. Les autres branches existent, certes, mais vous ne les vivez pas. Vous vivez celle-ci. Certains philosophes soutiennent que les mondes multiples sapent de la signification morale. Si chaque action possible se produit quelque part, rien n'est vraiment interdit ou requis. La réponse est que vous vivez votre branche exclusivement. Vos choix sont les seuls qui comptent pour vous parce qu'ils sont les seuls dont vous vivrez les conséquences. La philosophie morale s'applique à la réalité vécue, pas à la totalité de toutes les réalités possibles. Il y a aussi une considération pratique. Même si toutes les possibilités se produisent dans différentes branches, la règle de Born dit que certaines branches ont un poids quantique plus élevé. Vos choix pourraient influencer quelles branches ont plus de poids. Faire de bons choix pourrait augmenter la proportion de branches où des résultats positifs se produisent, donnant aux décisions morales de vrais enjeux, même dans un cadre des mondes multiples. Les neurones de votre cerveau s'activent par des processus électrochimiques qui dépendent finalement d'événements quantiques. Un canal ionique s'ouvre quand des molécules spécifiques changent de forme, un changement qui implique des électrons se déplaçant entre différents niveaux d'énergie. Ces électrons obéissent à la mécanique quantique. Quand le canal s'ouvre, le neurone s'active. Quand il reste fermé, le neurone reste silencieux. Les deux résultats sont réels dans différentes branches. Cela ne signifie pas que la mécanique quantique contrôle vos pensées de façon mystique. La physique classique décrit adéquatement la plupart des fonctions cérébrales. Les neurones sont suffisamment grands pour que la décohérence se produise presque instantanément. La superposition ne survit pas assez longtemps pour produire des effets quantiques au niveau de la pensée. Vos choix émergent de l'activité neuronale classique, pas de l'incertitude quantique. Mais voici ce qui importe pour les univers parallèles. Même si les effets quantiques se décohèrent rapidement dans les cerveaux chauds et humides, la ramification se produit quand même. Parfois, un événement quantique se produit à un moment critique. Un neurone est précisément au seuil d'activation. Son état dépend si une molécule particulière est dans l'état A ou B. La mécanique quantique dit que la molécule existe en superposition des deux états. La fonction d'onde universelle se ramifie. Dans une branche, le neurone s'active et vous pensez la pensée X. Dans une autre, il reste silencieux et vous pensez la pensée Y. Étendez cela sur des milliards de neurones traitant continuellement de l'information. La plupart des branches contiennent tant des versions de vous ayant des pensées presque identiques. Vous lisez cette phrase dans la vaste majorité des branches. Mais dans certaines, une distraction a attiré votre attention. Dans d'autres, vous avez mal lu un mot. Étendez cela sur votre vie entière. Des versions de vous ont noué des amitiés différentes, poursuivi des carrières différentes, vivent dans des villes différentes. Toutes ces versions s'expérimentent comme la seule version. Chacune a des souvenirs continus remontant à l'enfance. Chacune se sent comme le vrai vous. Cela signifie-t-il que vous manquez de continuité d'identité? Pas tout à fait. Le vous lisant ces mots est une personne réelle avec de vraies expériences. Votre sens subjectif de soi n'est pas une illusion. Il est juste incomplet. Vous êtes un fil dans une vaste tapisserie de soi apparentée, chacun vivant sa propre version de la réalité.
La théorie des cordes nécessite des dimensions supplémentaires au-delà des 3 dimensions spatiales que nous percevons. Les premières versions nécessitaient 9 dimensions spatiales plus une dimension temporelle. Ces dimensions supplémentaires doivent être compactifiées, repliées sur elles-mêmes. Mais certains théoriciens des cordes proposent que ces dimensions supplémentaires pourraient être grandes plutôt que petites. Nous vivons sur une surface tridimensionnelle, une brane, plongée dans un espace de dimension supérieure. Toute la matière et le rayonnement sont confinés à la brane. Seule la gravité peut s'échapper dans le volume entourant toutes les branes. La cosmologie des branes suggère que plusieurs branes existent flottant dans le volume. Chaque brane est un univers tridimensionnel séparé. Que se passe-t-il si des branes entrent en collision? Neil Turok et Paul Steinhardt développèrent le modèle ekpyrotique. Notre Big Bang fut en réalité la collision entre deux branes. Avant la collision, les deux branes existaient dans un état froid et vide. La collision libéra une énergie énorme, les réchauffant et les remplissant de rayonnement. Après la collision, les branes rebondirent et s'éloignèrent. Le cycle se répète éternellement. Collision, expansion, refroidissement, contraction, nouvelle collision. Le temps n'a ni début ni fin dans ce modèle. Voici ce qui importe pour les univers parallèles. Si nous vivons sur une brane, alors d'autres branes existent à proximité dans des dimensions supplémentaires. Ce sont des univers séparés. La seule connexion, c'est la gravité qui fuit à travers le volume. Une collision de branes laisserait des marques, une tache chaude ou froide dans le fond diffus cosmologique, similaire à ce que prédit un scénario de collision de bulles. Plusieurs types de théories d'univers parallèles convergent vers la même prédiction. Nous devrions voir des cicatrices dans le ciel. Les galaxies s'éloignent les unes des autres à une vitesse croissante. La gravité devrait ralentir l'expansion au fil du temps, mais une force mystérieuse les repousse de plus en plus vite. Les physiciens appellent cela l'énergie sombre, qui constitue environ 68% de toute l'énergie de l'univers. Nous n'avons aucune idée de ce que c'est. L'explication principale suggère que l'espace lui-même a de l'énergie. Chaque mètre cube de vide contient une petite quantité d'énergie intrinsèque qui entraîne l'expansion. C'est la constante cosmologique qu'Einstein introduisit, puis appela sa plus grande erreur. Le problème est l'essai et la valeur prédite. La théorie quantique des champs calcule combien d'énergie du vide devrait exister. La réponse est environ 10 à la puissance 120 fois plus grande que ce que les observations permettent. C'est la pire prédiction de l'histoire de la physique. Certains physiciens proposent que le multivers pourrait expliquer cette discordance par sélection anthropique. Seuls les univers avec une énergie du vide proche de zéro permettent la complexité. Nous nous trouvons dans un tel univers parce que des observateurs ne peuvent pas exister dans les autres. Mais d'autres chercheurs proposent quelque chose de plus radical. L'énergie sombre représente une fuite gravitationnelle depuis d'autres univers. Si la gravité peut se propager à travers des dimensions supplémentaires, alors des objets massifs dans des univers parallèles proches pourraient exercer une attraction gravitationnelle sur notre univers. De notre perspective, cela apparaîtrait comme une force supplémentaire poussant les choses à s'éloigner. Si l'énergie sombre provient de branes proches, sa force devrait varier légèrement dans le temps cosmique ou à travers différentes régions de l'espace. Une énergie du vide standard serait parfaitement uniforme. Des fuites de branes montreraient des motifs. Aucun tel motif n'a été trouvé, mais les données s'améliorent continuellement. De futures enquêtes mesureront l'histoire de l'expansion avec une précision sans précédent. Si des variations apparaissent, nous pourrions découvrir que l'énergie sombre a été notre premier contact indirect avec des univers parallèles. Les scientifiques doivent être honnêtes face à l'incertitude. La tache froide a environ 1 à 2% de probabilité de se produire par des fluctuations aléatoires dans le modèle standard du Big Bang. Ce sont des chances d'1 sur 50 à 1 sur 100
improbable, mais pas impossible. Si vous lancez une pièce équitable 7 fois, obtenir tous les côtés identiques à environ 1% de chance. Surprenant, certes. Preuve que la pièce est truquée? Pas nécessairement. Effectuez suffisamment d'expériences et les événements à 1% se produisent régulièrement. Avec d'innombrables régions du fond diffus cosmologique à examiner, trouver un point inhabituel ne devrait pas nous choquer. C'est la position conservatrice que tient la plupart des cosmologistes. Tom Shanks reconnaît que son équipe a réfuté l'hypothèse du supervide, mais cela ne prouve pas qu'une collision de bulles s'est produite. Le hasard aléatoire reste sur la table. Pourtant, la probabilité d'1% trouble certains chercheurs. Quand les observations ne correspondent pas aux prédictions, nous apprenons quelque chose. Soit nos prédictions sont incorrectes, soit nous avons mal compris quelque chose de fondamental. Il y a aussi le problème de l'unicité. La tache froide est unique. Aucune autre région froide comparable n'apparaît dans le fond diffus cosmologique. Si des événements à 1% se produisent aléatoirement, nous devrions voir plusieurs taches froides. Au lieu de cela, nous n'en voyons qu'une. Cette unicité est elle-même inhabituelle. Certains statisticiens soutiennent que nous posons la question incorrectement. Le calcul de probabilité suppose que nous avions spécifié à l'avance que nous chercherions une tache froide à cet endroit précis avec ses propriétés exactes. Mais nous ne l'avions pas fait. Nous avons balayé tout le ciel à la recherche de quoi que ce soit d'inhabituel. Quand vous cherchez n'importe quelle anomalie n'importe où, les chances d'en trouver une augmentent considérablement. C'est l'effet du regard ailleurs. Si l'on considère toutes les anomalies possibles que nous aurions pu remarquer, la probabilité effective pourrait être de 10 ou 20% plutôt qu'1%. Matthew Kleban, qui modélise les collisions de bulles, souligne que la probabilité seule ne peut pas répondre à la question. Nous avons besoin de données supplémentaires. De futures expériences sur le fond diffus cosmologique cartographieront le ciel avec une résolution plus élevée. Elles pourraient révéler une structure fine à l'intérieur de la tache froide qui distingue les fluctuations aléatoires des signatures de collision. Jusqu'alors, la probabilité d'1% plane sur le débat comme un nuage, suffisamment improbable pour alimenter la spéculation, mais suffisamment probable pour conseiller la prudence. Les scientifiques conçoivent des expériences pour trouver des preuves directes des univers parallèles. Ces expériences repoussent les limites de la technologie actuelle. Certaines pourraient devenir réalisables dans les prochaines décennies. Une approche cible l'interprétation des mondes multiples quantiques. Si des branches parallèles peuvent brièvement interférer avant de se décohérer complètement, nous pourrions détecter cette interférence dans des expériences soigneusement contrôlées. Les ordinateurs quantiques sont des candidats pour de telles expériences. Les systèmes actuels peinent à maintenir la cohérence plus de quelques microsecondes. Mais de futurs ordinateurs quantiques, avec des milliers de qubits stables, pourraient rester cohérents suffisamment longtemps. Deutsch suggère qu'un ordinateur quantique suffisamment sophistiqué pourrait se souvenir d'avoir existé temporairement dans plusieurs branches avant que la décohérence ne les sépare. L'Observatoire Siemens et le projet CMB-S4 cartographieront le fond diffus cosmologique avec une précision sans précédent. Si la tache froide est une signature de collision, ces instruments devraient révéler des motifs prédits dans sa structure. Plusieurs signatures de collision pourraient sans être trouvées si l'on regarde suffisamment attentivement, ou les données pourraient exclure les explications de collision entièrement. Les détecteurs d'ondes gravitationnelles offrent une autre voie. L'antenne spatiale à interféromètre laser, prévue pour le lancement dans les années 2030, mesurera les ondes gravitationnelles de l'univers primitif. 3 engins spatiaux volant en formation, séparés de plusieurs millions de kilomètres, détecteront ces ondes qui voyagent dans l'espace inchangé depuis la collision. Les détecter fournirait des preuves directes que notre univers a touché une autre réalité.
Certains physiciens proposent des expériences pour tester si l'énergie sombre provient de brânes parallèles. Si des dimensions supplémentaires existent, la gravité devrait varier en intensité à des échelles microscopiques. Des expériences cherchant des déviations par rapport à la loi de gravitation de Newton à des distances inférieures au millimètre n'ont encore rien trouvé. Mais des tests plus sensibles sont prévus. La technologie quantique progresse rapidement. Les systèmes actuels ont environ 1000 qubits. Les appareils UV de prochaine génération pourraient atteindre 10 000 qubits ou plus. À un certain moment, les ordinateurs quantiques deviendront suffisamment complexes pour tester directement les prédictions de l'interprétation des mondes multiples et pourraient révéler des processus de calcul qui n'ont de sens que si des branches parallèles existent. Les expériences de physique des particules continuent de chercher des dimensions supplémentaires. Le grand collisionneur de hadrons n'a pas encore trouvé de preuves, mais des améliorations pourraient changer cela. Des collisions à plus haute énergie pourraient produire des particules qui s'échappent dans des dimensions supplémentaires, apparaissant comme de l'énergie manquante dans les détecteurs. L'Agence spatiale européenne a lancé Euclide en 2023, un télescope spatial qui cartographiera des milliards de galaxies. Les résultats arriveront tout au long de la fin des années 2020 et des années 2030. Si des anomalies comme la tache froide ont des motifs structurels que nous ne pouvons pas actuellement résoudre, Euclide pourrait les détecter. Le télescope Spatial Nancy Grace Roman de la NASA cartographiera des centaines de millions de galaxies en infrarouge, mesurant l'influence de l'énergie sombre à travers l'histoire cosmique. Si l'énergie sombre varie de façon qui évoque en des brânes parallèles ou une gravité qui fuit, Roman devrait voir ces variations. L'observatoire Vera Rubin au Chili photographiera tout le ciel visible toutes les quelques nuits. Sur 10 ans, il créera la carte la plus détaillée de l'univers en évolution jamais réalisée. Tout ce qui est inhabituel dans le cosmos, anomalie gravitationnelle ou motif inattendu, apparaîtra dans ces données. Toutes ces expériences livreront des résultats dans les 2 prochaines décennies. Nous entrons dans une ère où les théories des univers parallèles passent de la spéculation à la science testable. Les données soutiendront soit le multivers, soit le contraindront sévèrement. La question de savoir si d'autres réalités existent pourrait recevoir une réponse de votre vivant. La cicatrice cosmique pourrait être expliquée. L'ordinateur quantique pourrait se souvenir d'avoir existé dans plusieurs états. Le détecteur d'ondes gravitationnelles pourrait capter des échos d'un autre univers. Ou nous pourrions découvrir que le multivers est une illusion, que notre univers se tient seul et que le réglage fin et l'étrangeté quantique ont des explications prosaïques auxquelles nous n'avons pas encore pensé. Ce qui est certain, c'est que la science avance en éliminant des possibilités jusqu'à ce qu'il ne reste que la vérité, aussi étrange que cette vérité puisse être. Pour la première fois dans l'histoire, nous avons des idées concrètes sur la façon de tester si d'autres réalités existent. Les télescopes sont en construction. Les expériences sont planifiées. Les mesures sont lancées. Dans 2 décennies, nous en saurons bien plus que ce que nous savons aujourd'hui. La réponse arrive. Il ne nous reste plus qu'à attendre ce que le cosmos a à nous dire. Et si le simple fait d'observer quelque chose changeait sa nature? En 1957, le physicien Hugh Everett proposa une idée bouleversante. Quand on mesure une particule,